oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 10e épisode des Rendez-vous d'Hugo. C'est quoi les Rendez-vous d'Hugo? Ben Hugo, vous allez comprendre que c'est moi. Alors j'organise un podcast, un rendez-vous, un moment où on échange ensemble. Parfois, je suis tout seul avec toi qui me suis. Des fois, je fais venir des conférenciers sur des sujets qui me passionnent, dont le plein air, les aventures, les voyages, la spiritualité, la croissance personnelle, bien sûr, et aussi l'entrepreneuriat. Et je m'amuse à dire, parce que souvent les gens me disent, Hugo, tous ces sujets-là ne vont pas ensemble. C'est des sujets des fois même contradictoires. Souvent, on dit l'entrepreneuriat, les entreprises, la business, c'est pas de la spiritualité. C'est complètement faux parce que je suis tout ça, ces éléments-là, et j'existe, en tout cas, du moins, tu me vois aujourd'hui. Pour les gens qui sont en direct, ben, félicitations, il est 6h30. Mon concept, c'est que je fais ça à 6h30 à tous les jeudis matins, en tout cas théoriquement, quand je ne suis pas à l'extérieur ou en voyage. Et je le rends disponible aussi en rediffusion sur plusieurs plateformes. Là, je vois rapidement Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitch, YouTube, Spotify. Fait que plusieurs plateformes. Fait qu'il n'y a pas de raison que tu ne tombes pas sur ces rendez-vous-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment un rendez-vous exceptionnel. Je suis de retour de la Colombie, un voyage vraiment merveilleux que j'ai vécu. Je suis arrivé là, avant hier, fait que c'est tout frais. Ça se peut que je ne sois pas très, très rapide mentalement parlant parce que je suis un peu déconnecté. Ça a été un voyage tellement merveilleux que j'ai réussi à décrocher totalement. J'en parle dans ce rendez-vous-là. Alors, je n'ai pas pu faire une rencontre. Le 10e épisode, je ne l'ai pas fait la semaine passée. Je pense que c'était le 23 jeudi, parce que j'étais justement en Colombie. Je voulais peut-être, en tout cas, pour les gens qui ont suivi l'épisode numéro 9, j'expliquais que peut-être, si je réussis à avoir de l'Internet, je vais faire
un épisode, ben, ça a été plus compliqué que prévu. Fait que j'ai vraiment sauté. Je suis désolé pour les gens qui attendaient peut-être des nouvelles de moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai décroché. J'ai pratiquement pas été sur les réseaux sociaux. Ça fait un bien super fou. Fait qu'aujourd'hui, ben là, vous voyez mon décor, OK? C'est pas le décor où que je vous habitue normalement. Je vais parler de ça. Oui, je vais revenir sur mon voyage de la Colombie. Je vais parler d'un concept super intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Samadhi. J'en parle tantôt. Un peu les bienfaits des voyages de groupe. Je veux qu'on parle, parce que vous le savez, j'ai parlé des Templiers, j'ai parlé de la Rose-Croix, j'ai parlé des francs-maçons, bon, Rennes-le-Château, des sujets un petit peu plus mystérieux, ésotériques. Là, on va parler d'un peuple OK, que j'ai visité, en tout cas, du moins, j'ai visité les descendants. On va parler des Terronas, OK, qui se trouvent être un peuple comme les Incas, les Mayas, un peuple précolombien. Je parle de ça. Je vais vous parler de mes quêtes. Qu'est-ce que j'ai réalisé spirituellement parlant? Parce que je suis allé là pour différentes raisons. Oui, j'étais avec des gens, mais en réalité, c'est que aussi j'avais une quête. Je vais vous parler de ça. Bon, mon retour à la réalité, comme je peux vous dire, c'est qu'on part toujours d'une façon en voyage, on revient toujours d'une autre façon, clairement. Fait que là, je suis en train d'intégrer ça présentement. On parle de ça. Si j'ai le temps, je vais parler d'un ressenti. Je n'ai pas mes jeux de cartes présentement parce que, comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Et c'est justement mon premier sujet. Bon, quand j'ai démarré mon projet de voyage en Colombie, bon, j'ai mis une date du 18 au 28. Parce que dans la vie, hein, si tu veux faire quelque chose, une des premières choses, que ce soit un projet, que ce soit par exemple un objectif, ben, moi je dis toujours, cédulez ça, mettez une date, c'est la première chose vers la réalisation de celui-ci. Fait que j'ai mis une date peut-être en septembre ou en octobre, puis c'était du 18 au 28 avril 2026. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, moi, je suis propriétaire d'entreprise, puis bon, une entreprise que je vais vous parler aujourd'hui, entre autres, on organise un congrès, puis bon, c'était le 28. En tout cas, on arrivait le 28, jusque dans le fond, à samedi, je pense que c'est le 2 mai. Bref, c'était un petit peu back-to-back, là. J'avais pas le temps nécessairement, OK, de niaiser. J'atterris à 16h30, OK, le 28, j'avais un souper à 18h. Bon, ça a été un peu le bordel de sortir de l'aéroport. Il y avait beaucoup de travaux. Vous le savez, à Montréal, c'est pas toujours facile. Le parking, la borne ne fonctionnait pas non plus. Ça a pris du temps. J'étais arrivé vraiment serré, mais je suis là. C'est justement ça que je vais vous parler. Je suis présentement à l'hôtel. Je suis à Saint-Hyacinthe, une très belle ville que j'aime. Je suis propriétaire avec d'autres personnes d'un regroupement d'achats. Ça s'appelle SM Corp. Puis, dans le fond, c'est quoi ça? Ben, dans le fond, vous savez que je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Atria, qui se trouve être une entreprise qui offre des services informatiques pour entreprises. Beaucoup des services gérés style MSP. Là, bon, je ne vais pas trop rentrer en détail. Une belle entreprise Atria basée à Rivière-du-Loup. On doit être une trentaine, 35 employés environ. Ça va super bien. Je suis bien content. C'est une entreprise que j'ai démarrée quand j'avais 18 ans. Ça s'appelait Servlings Communication à l'époque. Puis bon, bref, Servlings Communication, ben, j'ai fait plusieurs acquisitions dans le domaine de l'informatique. Puis en 2021, on a décidé, vu qu'il y a plusieurs noms, il y a plusieurs entreprises que j'avais qui portaient des noms différents, j'ai décidé de les fusionner ensemble. Et quoi de mieux que créer une nouvelle identité, un nouveau brand, un nouveau nom pour pouvoir tout rallier ces gens-là qui provenaient de différentes entreprises et cultures. Fait qu'on a décidé d'appeler ça Atria. Puis bon, Atria est propriétaire du regroupement SM Corp, comme je vous l'ai dit, avec d'autres marchands, d'autres compagnies en informatique. Ce qu'on fait OK, chez SM Corp, c'est simple, qu'on offre des services OK, à nos membres, à d'autres entreprises en informatique, que ce soit des rabais, que ce soit par exemple des informations, accès à des manufacturiers, à des vendeurs de produits informatiques. Bon, on est là aussi pour les appuyer, les aider. Plein de services super intéressants et on se regroupe toujours en fin avril, début mai, souvent à Saint-Hyacinthe, des fois c'est à Trois-Rivières, en tout cas une place centrale où que tout le Québec peut se réunir, qui sont même chez nous. Puis c'est là. Fait que là, je suis à l'hôtel. Je voulais absolument faire ce rendez-vous-là. Je ne voulais pas sauter 2 semaines. J'ai un de mes collègues qui est monté de Rivière-du-Loup. Il a amené mon laptop, mon micro que vous voyez, tout ça. Fait que je suis bien installé. Je ne sais pas si la qualité de l'Internet, par contre, va être au rendez-vous. Des fois, vous le savez qu'à l'hôtel, c'est un peu instable. Fait que super congrès qu'on va avoir, mais vous comprenez qu'après avoir passé 10 jours dans un pays comme la Colombie, arriver dans un congrès quelques heures après mon atterrissage, ça a fait un clash assez important. Fait que, puis je vous ai dit tantôt, on part toujours d'une façon, on revient toujours d'une façon en voyage. Il n'y a pas
probablement, il y a eu une grande évolution, OK, de mon côté, des changements, OK, peu importe de mindset, de perspective, d'énergie aussi. Fait que là, je suis en train de tout gérer ça. Je peux pas vous dire que ça a été un retour super facile, mais quand même, OK, je vais passer au travers de ça et je vais encore une fois évoluer. Euh, je vais vous parler de justement mon voyage en Colombie. Je n'ai parlé un peu rapidement lors de l'épisode numéro 9 que je partais justement dans ce magnifique pays-là. Moi, vous devez comprendre que ce que j'affectionne comme voyage, que je propose, puis qu'est-ce que je vous suggère de faire, c'est pas des voyages tout inclus du style, par exemple, je vais à Cuba, au Mexique, à Playa del Carmen, je prends un hôtel comme le Barcelo, par exemple, je paye 1500, 1800, 2000 $ pour une semaine, un hôtel, tout est inclus, la boisson, la nourriture. Peut-être je vais aller faire un petit tour en catamaran. C'est pas ce genre de voyage-là. Puis je ne suis pas en train de juger les tout inclus. Au contraire, ça arrive régulièrement, peut-être une fois par année, que moi-même, j'y vais pour me reposer, pour absolument rien faire, parce que le soleil me fait du bien, la mer, tout ça. Je ne suis pas en train de juger. Si ça te parle, continue à faire ça. Mais moi, le genre de voyage qui me passionne, qui me nourrit, qui m'allume, qui me fait vibrer, c'est des voyages d'aventure. Fait que là, quand je parle d'aventure, c'est que j'aime ça me donner un minimum de misère. Exemple, je pars avec mon sac à dos 40 litres. Vous savez que l'unité de mesure dans les sacs à dos, c'est des litres. Je pars avec un 40 litres. Mon concept, c'est qu'il faut que mon sac à dos embarque avec moi dans l'avion. Fait que là, je ne peux pas avoir un 85 litres, un 100 litres, parce que dans le fond, il y a des dimensions puis un poids à respecter. Fait que c'est pas un voyage de princesse. Il faut que tu mettes ce que tu mets dans le sac à dos, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu mettes l'essentiel. Les liquides, c'est 100 millilitres et moins. Beaucoup de contraintes, mais vraiment super intéressant. J'ai même été au Chili une fois, OK, avec un sac à dos, je pense que c'était 25 ou 28 litres, juste pour vous dire comment j'adore ça. Plus qu'il est petit, moins que tu stockes, moins qu'il est pesant, plus facile OK, que tu peux l'avoir sur le dos, parce que c'est comme la vie, hein? Tout ce que tu mets dans ton existence, tout ce que tu mets dans ton sac à dos, il faut que tu le portes. Fait que chaque chose que tu mets dans ta vie, chaque chose que tu mets dans ton sac à dos, il faut qu'il soit OK, vraiment réfléchi minutieusement, parce qu'il y a une conséquence à ça. Style de voyage aussi, où je dors dans des auberges de jeunesse. Souvent, le terme international pour auberge de jeunesse, c'est des hostels, pas des hôtels, des hostels. Il y a un S, OK, qui est rajouté dans le mot. Fait que souvent, c'est des dortoirs. Souvent, c'est des choses un petit peu plus minimalistes. Puis là, je ne parle pas nécessairement que c'est des affaires là, qui est un peu, pas rustiques, mais un petit peu genre dégueulasses, avec des coquerelles. On n'est pas là, là. Souvent, ça va être des hôtels, des hostels vraiment de qualité. C'est super beau. Il peut y avoir des piscines aussi, accès à la mer. Mais quand même, OK, il y a un aspect un petit peu plus collaboratif où tu échanges, des toilettes communes aussi, des douches communes. Moi, j'adore ça parce que ça permet, ce genre d'hostel-là, ça permet de te connecter aux gens. Quand tu arrives dans un Hilton, par exemple, ça va être pareil partout dans le monde. Puis il y a comme, c'est froid. Les employés, c'est froid. Il y a un standing à respecter. Les gens que tu vas côtoyer comme client, je veux dire, ils vont faire leur petite affaire. Bon, tu peux échanger un petit peu des fois, ça arrive. Là, je ne veux pas généraliser, mais normalement, OK, c'est un peu ça. Mais dans les auberges de jeunesse, les hostels, même les employés, souvent, c'est des employés internationaux. Il y a un concept de je pars, OK, par exemple, en Équateur, je vais travailler OK, dans des auberges de jeunesse ou dans des affaires comme ça. En échange d'une rémunération, je vais pouvoir voyager à peu de frais. Fait que, il y a beaucoup de gens comme ça. Souvent, c'est des gens qui ont une belle énergie aussi, des gens qui aiment ce concept-là. C'est des gens qui soient des clients ou des employés, ont une belle énergie. Et c'est facile d'échanger avec ces gens-là parce que dans le fond, on est tous ensemble. Tout ça. Fait que c'est merveilleux. Si vous ne l'avez jamais fait, là, sac à dos, auberge de jeunesse, vous n'êtes pas obligé de prendre des dortoirs. Des fois, tu peux upgrader pour une chambre privée. Essayez ça, ça va changer complètement votre perception du voyage. Puis souvent, les gens, il y a plein de monde qui voyage avec moi, puis souvent, au début, sont réticents à ce genre de concept-là pour différentes raisons. Souvent, c'est des jugements. Toi, OK, c'est des jeunes qui font ça, c'est des gens un petit peu plus pauvres, OK, ou c'est dégueulasse, tu sais, plein de préjugés. Mais à chaque fois qu'ils viennent, après ça, ça change effectivement leur perception du voyage. Mais je vous le dis, après ça, ils continuent à faire ce genre de voyage-là eux-mêmes. C'est
Il y a tellement d'avantages, c'est tellement merveilleux. Puis là, ben, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé en Colombie du 18 au 28. J'ai sorti un peu des statistiques pour vous parler un peu de la Colombie, parce que ce qu'on entend parler de la Colombie, c'est simple. On entend parler souvent de Pablo Escobar. Si vous avez déjà écouté la série Narco, je ne sais pas trop comment c'était quoi le titre. Là. Moi, je ne l'ai pas nécessairement écouté, là, mais c'était vraiment sur les, sur Pablo Escobar puis d'autres trafiquants de drogue. Fait que souvent, c'est ça qu'on entend parler de la Colombie, du terrorisme, des choses comme ça, de la violence. Bon, soit les gens vont dire que c'est un pays pas sécuritaire, beaucoup de préjugés. À chaque fois que j'en parle, tout le monde, la Colombie, il y a des moustiques ici. Il y a vraiment plusieurs préjugés, informations erronées. Puis ça qui est plate un petit peu. Là. Tu te rends compte quand tu vas vraiment en Colombie, ben Pablo Escobar, OK, ils ne sont pas fiers de ça. Puis, ils font tout en sorte, OK, pour redorer, OK, un peu, genre, leur réputation. Fait que le service est excellent, les gens sont chaleureux. Puis là, je ne parle pas nécessairement des grosses villes. C'est sûr qu'à Montréal, par exemple, puis là, encore, je généralise un petit peu, bien, souvent, les gens sont un petit peu plus froids que, par exemple, à Rivière-du, dans un hôtel, ou que les gens ont un petit peu plus de proximité. Et dans les grandes villes, c'est sûr que c'est toujours un petit peu impersonnel, mais quand tu sors un peu, tu vas en région. Dans notre cas, on est allé dans le coin de Santa Marta, qui se trouve être dans le nord de la Colombie, dans le parc national, entre autres, de Terrona. Puis c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Fait que dans le fond, la Colombie, c'est un pays de l'Amérique du Sud, comme vous pouvez comprendre. Selon moi, c'est une des plus belles destinations au monde. Puis clairement, dans l'Amérique centrale et du Sud, même l'Amérique du Nord, je te dirais probablement que c'est mon top 5, c'est pas mon top 3 des plus beaux pays à visiter. Je l'inclus souvent dans la même gamme que le Guatemala, un autre pays avec beaucoup de préjugés. Beaucoup de personnes ont peur d'aller visiter ça. 52 millions d'habitants. Juste pour faire une comparaison, au Canada, on doit être 36-40 millions d'habitants. La capitale, ça se trouve être Bogota. Une ville qui est très connue, c'est Medellín, reconnue pour Pablo Escobar. C'est la ville où il restait. La monnaie là-bas, c'est le pesos colombien, le COP, C-O-P. Puis, juste pour vous donner un comparatif, ben, $1 canadien, plus ou moins, ça donne 2700 pesos colombiens. Vous allez comprendre quand vous allez, je ne sais pas, aller au restaurant puis prendre un bon repas, puis ça se peut que la facture soit d'1 million. Fait que, inquiétez-vous pas, ça ne revient pas cher, mais ça fait toujours un petit pincement quand tu arrives sur le TPV, puis là, c'est marqué 6 millions. Puis là, tu dis, c'est-tu 6 millions US ou c'est 6 millions COP? Tu fais toujours un petit réflexe de poser la question initialement. Mais quand même, c'est sûr que je n'ai pas 6 millions dans mon compte de banque. Si vous avez ça dans le vôtre, venez me voir. On va trouver une stratégie pour pouvoir le placer ou créer de la richesse avec ça. Bref, c'est un pays qui parle espagnol, bien entendu. Une petite caractéristique, ce pays-là, il est très riche en diversité, tout ce qui est naturel. C'est un pays dans le nord, c'est dans les Caraïbes, fait que la mer est exceptionnelle, c'est super beau. Des belles plages aussi. Il y a l'Amazonie aussi. Je veux dire que c'est une région qui est le poumon. Plusieurs personnes disent que c'est le poumon de la planète. Après ça, les Andes, la cordillère des Andes. Souvent, on entend parler beaucoup du Pérou, du Chili, des trucs comme ça en parlant des Andes. Mais ça commence directement en Colombie. Fait que vous pouvez voir, c'est très diversifié, la jungle. Un pays qui a beaucoup de montagnes. Comme on dit, on parle des Andes beaucoup. Fait que c'est très varié en montagne. Souvent, il n'y a pas nécessairement des grosses montagnes comme on peut voir au Pérou, par exemple. Mais il y a vraiment beaucoup de chaînes de montagnes. Fait que quand tu fais de la randonnée, tu montes et tu descends en tabarouette. Mais il y a quand même deux monts qui est quand même assez impressionnant. Ça se trouve être le pic de Christophe Colomb, là, Cristobal Colón, et le pic de Simon Bolivar. Qui sont des montagnes jumelles, on pourrait appeler. Fait que dans le fond, c'est 5775 mètres. Juste faire une comparaison, le mont Kilimandjaro, c'est 5800. Fait que vous voyez un peu la comparaison. Il y a la neige éternelle dans ces montagnes-là. C'est plus ou moins accessible parce que, dans le fond, les tribus autochtones, les Premières Nations là-bas, que je vais parler un petit peu tantôt, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va avoir... c'est comme protégé. Là. Fait que c'est difficile d'accéder à ça. Tu peux quand même avoir des autorisations. Bon, fait que peut-être dans un prochain voyage, c'est une place que je vais pouvoir essayer d'aller. Puis là, je parlais du pic Simon Bolivar. Bon, Christophe Colomb, vous le connaissez sans doute parce que c'est lui qui a découvert et qui est théoriquement... je ne dirais pas découvert parce que c'est un peu prétentieux, redécouvert ou
la personne occidentale, ou en tout cas, peu importe, qui a découvert les Amériques. Mais vous savez qu'il y avait des peuples là, bien entendu, avant. Puis on parle même des Vikings, qui auraient peut-être probablement été le premier peuple européen à aller sur ce continent-là. Il y a plein de légendes là, qui disent que les Romains ont été là, les Templiers aussi, avant Christophe Colomb. Bref, quand même, on n'a pas nié que c'est une personnalité qui quand même est historique, connu. Fait que dans le fond, vous le connaissez. Puis Simon Bolivar, ben, dans le fond, il y a une série d'ailleurs sur Netflix, je pense qu'elle est juste en espagnol, mais on peut la sous-titrer en français. Simon Bolivar, c'est lui qui a, en tout cas, c'est lui, je pense que c'est une personne du Venezuela à l'époque, puis c'est lui qui a fait l'indépendance contre les Espagnols du Venezuela, de la Colombie. Puis la Colombie, ça a déjà été un grand empire, un pays regroupé l'Équateur, le Panama, le Venezuela, c'était un grand empire. C'était le rêve de Simon Bolivar, fait qu'une personne très connue. Elle peut être un peu controversée quand même, parce que vous le savez, nos zéros, des fois, il y avait quand même des parties un petit peu plus sombres. Fait qu'un pays vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que je suis allé faire en Colombie? C'est simple. Je suis allé faire, oui, vivre une expérience spirituelle super riche, parce que dans le fond, ce pays-là, comme vous pouvez voir, il y a la mer qui est un élément qui fait partie des 4 éléments que vous connaissez, la mer, pas la mer, l'eau, le feu, la terre et l'air. Fait que dans le fond, la mer qui est très purificatrice, hein, fait qu'on a commencé dans le fond dans le parc national de Terrona, où la mer est exceptionnelle. Un bon commencement pour le début du voyage. La mer, c'est quoi? C'est, comme je disais, c'est purificatrice. On abandonne tout ce qu'on ne veut plus avoir dans notre existence, que ce soit nos blessures, nos étiquettes sociales, toute l'énergie qu'on accumule au fil du temps, parce que vous le savez, la souffrance, c'est quoi? La souffrance, c'est une énergie qu'on conserve à l'intérieur de nous. Exemple, il y a une personne qui nous a fait de la peine, une personne qui nous a déçus, on garde ça à l'intérieur de nous, puis là, qu'est-ce que ça fait? L'énergie, elle ne circule pas, cette énergie elle reste en nous, puis cette souffrance-là, elle reste. Puis quand ça reste, dans le fond, là, ça va popper régulièrement notre existence. Fait que c'est idéal, la mère, pour commencer le voyage, pour pouvoir tout purifier ça, abandonner ce qui n'est plus. Hein? Parce que si tu veux rajouter quelque chose de plus, de merveilleux et de beau dans ton existence, ça prend de la place. Si ton tiroir à bobettes il est bien plein, là, comment tu veux en rajouter de nouvelles? Il faut que tu en libères, il faut que tu en flushes, il faut que tu les jettes, tu comprends? Fait que c'est ça la mer pour moi. Fait que ça a commencé très fort avec ça. Par la suite, on est allé faire des treks, des randonnées merveilleuses dans la jungle. La jungle, c'est quoi? C'est simple. Hein? C'est un élément, c'est la terre. C'est quoi? C'est justement, c'est l'énergie de se reconnecter à quelque chose, notre expérience terrestre qu'on a choisi de vivre. Quand on est libre, puis on est un peu... quand on est en voyage, souvent, on est un peu dans le déni. Hein? On s'associe, on s'identifie à notre ego, à nos étiquettes, à notre rôle, hein, que je le dis souvent. Quand je vous dis qui vous êtes, les gens vont répondre, je suis un vétérinaire, j'ai 2 enfants, j'ai une belle blonde, je joue au tennis le week-end. Ça, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est tes étiquettes sociales, parce que tu le sais. Là, présentement, tu vis au Canada, tu vis au Québec, en France, mais probablement que si tu ferais 2 heures de route pour aller chez ton verre d'eau à tous les jours, il y a des fortes chances que tu serais peut-être différent. Je ne peux pas confirmer à 100%, mais toutes nos conditions socio-culturelles, géographiques nous conditionnent beaucoup à qui nous sommes, dans ce genre de mindset-là. Fait que tu n'es pas un vétérinaire, tu n'es pas un père de famille, tu es beaucoup plus que ça. Je le dis, fait que quand on se dissocie de ces étiquettes sociales-là, c'est ça qui arrive. Il se passe des choses extraordinaires dans notre vie. Puis la jungle, c'est ça, hein, c'est revenir à l'essentiel, revenir au moment présent. Fait qu'on est allé faire le trek, on est allé dormir avec une tribu autochtone, Première Nation, qui sont les Kogi. J'en parle un petit peu plus tard tantôt. Fait que c'est un peuple qui vivent comme il y a 1000 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion Internet. Il y a juste la connexion avec la nature, avec le divin, avec l'univers. Appelle ça comme tu veux. On est allé faire un trek d'environ 5-6 km pour se rendre dans ce village-là. On a passé du temps avec ces gens-là. Le chef, qui se trouve être un mamo, qui se trouve, le nom, c'est le mamo, le chef, le guide spirituel de ces tribus-là ou ces villages-là, c'est des mamos. Ils nous ont parlé de plein de choses. Je vais vous parler tantôt un peu d'un conseil qu'il nous a donné à moi et mon groupe. Puis, on a échangé avec les autres. On a dormi dans des hamacs à l'air libre. Il y a des petits murs, là, mais rien de trop structuré. Le lendemain, on est reparti vers le parc de Terrona, dans une place un petit peu plus touristique, mais c'était quand même
très beau, la mer était très belle, le sable était merveilleux aussi. Puis à ça, bon, on a eu une petite journée de repos, on a fait une cérémonie de cacao. Puis là, il n'y a rien d'hallucinogène là-dedans, c'est une recette de chocolat, là, tu sais, on prend la fève du cacao, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une fève, c'est un peu jaune-orange. Tu ouvres ça, il y a plein de fèves de chocolat, de cacao, enrobées d'une petite gelée un petit peu blanche. Tu peux même le goûter, c'est très sucré. Tu peux sucer un petit peu la fève, tu peux même la manger, qui est un petit peu amère par contre. Prends ces fèves-là, on les fait sécher, ou on peut même les manger crus comme j'ai expliqué. Puis là, dans le fond, tu fais une recette de un peu un chocolat chaud, mais naturel. Puis dans le fond, ben, ça nous permet de nous reconnecter. Je ne rentrerai pas trop en détail là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de séance-là, mais vraiment intéressant avec une personne exceptionnelle, Valérie, qui une amie à moi qui reste là-bas. Fait que c'est vraiment intéressant. On a fait de la danse intuitive aussi. J'adore ça aussi. Puis par la suite, ben, le lendemain, bon, on est allé faire le trek de la Cité perdue. Puis c'est là que je vais mettre un petit peu plus d'énergie dans ce 10e épisode-là. Parce que selon moi, ce trek-là de la Cité perdue, c'est probablement le plus beau trek que j'ai fait de mon existence. Puis là, je le sais, tu vas me dire, ah, Hugo, tu dis tout le temps ça, c'est ta plus belle aventure. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'upgrade mes aventures au fil du temps. Bon, tu sais, ou bien s'améliorer maintenant. Fait que moi, fait qu'à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie de trouver quelque chose qui me correspond par la suite. Puis mon énergie change, ma façon de voir la vie change aussi. Fait que c'est normal que les aventures que je vis, ben, me correspondent à 100%, puis je trouve ça merveilleux. Et je vous le dis, c'est une randonnée à mettre dans votre petit carnet de choses à faire avant de mourir, mais vous devez être en forme pour réaliser ça. Je crois que mon guide disait tout le temps, c'est impossible pour personne, mais difficile pour tout le monde. En tout cas, fait que, c'est quoi la Cité perdue? Ben, tu peux le faire en 4 jours ou 5 jours. Fait que 4 jours, 3 nuits ou 5 jours, 4 nuits. Facile à comprendre. C'est plus ou moins 50 km, c'est pas clair. Il y en a qui vont dire 55, 60. Bref, 50 km environ. Aller-retour, ça veut dire qu'il faut monter, il faut redescendre. C'est pas une boucle. L'altitude maximum, c'est justement la Cité perdue à 1200 mètres. Fait que c'est pas si haut que ça, là. On prend un peu la montagne la plus haute, théoriquement, du Québec, c'est le mont Jacques-Cartier. Il y a une affaire dans le coin du Labrador, qui est un petit peu plus haut, mais quand même, je vous parle d'une montagne qui est connue. Fait que le mont Jacques-Cartier qui est à 1100 ou 1200 mètres. Fait que c'est pas si haut que ça. Il n'y a pas de problème d'altitude que tu vas vivre, contrairement, par exemple, à d'autres montagnes au Pérou ou en Équateur ou au Chili. Le dénivelé positif, c'est ça qui est impressionnant. C'est plus de 3500 mètres. Notre guide disait 3500 mètres. Moi, j'ai des statistiques différentes. Je pourrais même dire que c'est proche de 4000 mètres. Fait que c'est vraiment, là, tu montes. Là. Tu montes, tu descends, comme je vous ai dit. C'est qu'il y a plusieurs montées, redescentes. Fait que c'est ça qui fait en sorte que, dans le fond, le dénivelé positif est assez important. Puis quand tu arrives près de la Cité perdue, la dernière journée, tu as 1200 marches à monter. Des fois, des petites marches super petites. Si vous avez déjà fait un peu le Machu Picchu, il y a un petit trek que tu peux réaliser qui est le Huayna Picchu. C'est un petit peu hors norme, c'est pas écrit dans un carnet touristique ce que je vous dis là, mais il y a des marches de la mort qui appellent, c'est des marches un petit peu comme ça. Mais si tu as monté à pied au Machu Picchu, je pense que c'est 1900 marches. Là, on parle vraiment des marches 1200 ici ou à la Cité perdue, qui est beaucoup plus difficile. Puis les campements, à chaque, mettons, X nombre de kilomètres, là, je pourrais dire peut-être à chaque 10-15 kilomètres, il y a un campement ou une place pour manger des fruits, par exemple. Puis il y a des places aussi pour dormir. C'est style, des petits lits un petit peu rustiques. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de murs. Il y a un moustiquaire par-dessus. Tu peux choisir des lits, tu peux choisir des hamacs. Puis on mange quand même très, très bien dans ces genres de campements-là. Ça va être du riz, ça va être un peu de trucs faits avec du maïs. Il va y avoir du poulet, des choses comme ça. Fait que c'est très, très, très quand même... il y a quand même beaucoup de commodités. Les toilettes sont quand même propres comparativement, par exemple, en Afrique ou à d'autres places. Mais c'est quand même rustique. Il ne faut pas s'attendre à un 5 étoiles là-bas. Mais quand même, moi, ça me plaît beaucoup parce que dans le fond, j'adore ce genre de choses-là. Il y a d'autres touristes aussi. On peut parler, on peut échanger. On peut parler aux guides aussi. Puis ces campements-là sont gérés aussi par des êtres humains, bien entendu, qui sont des locaux là-bas. Souvent, c'est même un peu je dis aborigènes, c'est pas vrai, des autochtones, des Premières Nations là-bas. Tu vas croiser aussi beaucoup de ces gens-là, de ces tribus-là à gauche et à droite. On peut parler aussi à des chefs spirituels. Je vous ai parlé des mamos tout à l'heure, là. Fait qu'il y a différents noms dans différentes cultures, mais tu peux parler à ces chefs-là, tu peux avoir des discussions, ils te donnent des conseils aussi, ils nous expliquent comment ils fonctionnent aussi. Fait que c'est vraiment super, super intéressant.
Puis, j'ai des gens que je connais, par exemple, OK, qui ont déjà fait, exemple, le Kilimandjaro, puis ils m'ont tous dit que c'était plus difficile la Cité perdue que le Kilimandjaro. Puis le Kilimandjaro, c'est 5800 mètres, c'est quand même assez raide et difficile. Fait que ça vous démontre un petit peu, c'est une belle comparaison. Puis là, ça n'a rien à voir, OK, avec monter sur le Machu Picchu. Je tiens à le préciser parce que souvent le monde me dit: Ah, ben oui, j'ai monté le Machu Picchu à pied. Bon, c'est sûr que si tu as fait le trek de l'Inca, c'est environ 3-4 jours. Ça, c'est une autre chose, puis j'en parlerai pas ici. Mais si tu es parti en bas du village de Aguascalientes au Pérou, puis tu as monté les 1900 marches, ça prend 1 heure, 2 heures selon ta condition. C'est pas ça, là. Oublie ça, c'est une balade de touristes monter au Machu Picchu comparativement à ça. Fait que c'est pas comparable à ça. Puis on va en parler tantôt de la Cité perdue. On va le comparer un petit peu au Machu Picchu, mais c'est vraiment un autre genre d'expérience qu'on vit là-bas, tout simplement. Fait que c'est un trek vraiment, vraiment difficile. C'est un trek aussi très intéressant. C'est un trek dépaysant. Il n'y a pas de réseau là-bas, il n'y a pas d'Internet. Fait que tu es vraiment connecté à toi-même, connecté aux éléments. Puis c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est beau. Puis les gens en Colombie, je vous l'ai expliqué, ils veulent vraiment redorer leur réputation de personnes qui n'est pas relié avec les trafiquants de drogue. Fait que c'est sécuritaire, sont au service. J'ai quelqu'un qui a perdu son portefeuille, puis ils sont venus le reporter genre après quelques jours. Fait que juste vous donner une idée, il y a d'autres destinations qui l'auraient gardé le portefeuille, puis il y aurait eu des transactions sur la carte de crédit. Mais non, ça a été vraiment, vraiment exceptionnel. Fait que marquez ça, surtout si vous aimez la randonnée, vous faites beaucoup de voyages, mettez ça sur votre liste. C'est vraiment exceptionnel, cette randonnée-là. Je veux qu'on parle un peu de la Cité perdue parce que c'est vraiment une cité digne d'aller visiter. C'est pas connu. C'est pas connu, puis la raison est simple, c'est que les gens qui visitaient, les gens qui restaient là dans ces cités-là, parce qu'il y en a plusieurs autres, là, on parle de la Cité perdue qui porte ce nom-là, mais si tu montes plus haut dans les montagnes, parce que je vous ai parlé tantôt que dans le fond, il y a le mont Christophe-Colomb puis Simon Bolivar, c'est 5775 mètres. Vous allez comprendre qu'on là, on est à 1200 mètres. Il y a d'autres choses en haut. On ne peut pas monter, c'est réservé, c'est protégé. Mais il y a d'autres cités, c'est certain, qui ont été retrouvées. Puis d'ailleurs, on voit que bon, les descendants de ces peuples-là ils réutilisent les fameuses terrasses. Parce que la Cité perdue est reconnue pour des terrasses de pierre qui sont dégagées ou qui avaient des constructions probablement en bois. C'est pour ça que dans le fond, c'est pas comme le Machu Picchu où que les maisons puis tout était en pierre. On voit vraiment des structures de. Bon, c'est une hypothèse, mais qu'un genre de village, de vie, de maison, de cuisine, d'entrepôt, de temple, ça fait que c'est vraiment en pierre. Tandis que là-bas, c'était probablement en bois. Fait que juste les terrasses, les circuits d'évacuation d'eau, parce que c'est un peuple qui restait là, des peuples ancestraux qui avaient une technologie qui était très avancée. Fait qu'il y avait des canaux pour pouvoir évacuer l'eau des montagnes, pour aller chercher l'eau, pour pouvoir, vous savez, l'eau, c'est la vie. Fait que ça a été construit environ, selon les experts, puis c'est toujours des hypothèses, un peu à 700-800 après Jésus-Christ. Puis le peuple qui restait là, c'était plusieurs cultures, mais souvent, ils appelaient ça des Teyuga. Teyuna. Je le prononce sûrement mal, là. C'est pour ça que quand les Espagnols sont arrivés là-bas, ils ont vu ça, puis ils ont donné le nom Terrona. Okay? C'est pour ça que c'est le parc national de Terrona dans ce secteur-là, parce que les Espagnols les ont tous catégorisés avec ce nom-là. Souvent, les gens vont appeler des Terrona. Puis c'est ça. Puis là, je fais une comparaison. On parle de 700-800 ans après Jésus-Christ. Le Machu Picchu, les Incas, là, c'est dans les années 1000 en montant. Là, fait que c'est beaucoup plus vieux que le Machu Picchu, théoriquement. Il y a des hypothèses, il y a du mystère qui disent que les Incas ont bâti des choses sur quelque chose d'encore plus vieux. Là, je ne suis pas dans les mythes des Incas aujourd'hui. Là, mais normalement, selon l'histoire, selon les experts, c'est plus vieux que le Machu Picchu. C'est plus vieux que la majorité des pyramides mayas, de sites aztèques. Fait que vraiment un peuple très avancé. Ça a été découvert en 1972. Fait que c'est récent, là. C'est pas quelque chose là, des années 1800. Là. Fait que c'est tout récent. C'est à notre époque par des pilleurs de tombes. C'est simple. Hein. Il y a des gens qui ont découvert ça, comme le Machu Picchu, puis sont allés voler des trésors dans cette cité-là. Parce que les Terrona, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils enterraient dans leur maison
en tout cas, c'est des hypothèses, leurs défunts avec des bijoux, avec des trucs, par exemple, en or. C'était des gens qui étaient capables de réaliser de grands trucs artistiques en or. Puis ça a été pillé par ces pilleurs-là de tombes. Puis là, à un moment donné, il y a eu des chicanes, puis tout ça. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des meurtres, puis là, ça a été dénoncé. Puis le gouvernement de la Colombie a commencé à protéger ce secteur-là. Mais quand même, il y a eu beaucoup de pillages. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais les Espagnols n'ont pas découvert la cité perdue. Bon, c'est sûr que c'était très en hauteur. Ce peuple-là, vous allez comprendre, quand les Espagnols sont arrivés, les Espagnols, comme dans toutes les autres civilisations qui ont conquéri, par exemple, comme les Incas, les Mayas, les Aztèques, sont arrivés. Au début, ils étaient un petit peu là en sauveur. Il y avait des bonnes relations. Ils ont commencé à foutre la merde un petit peu, prendre les gens en esclavage, faire des viols, des meurtres, des choses comme ça. Fait que les Terranos se sont révoltés. La maladie aussi a été apportée de l'Europe, la variole, des choses comme ça. Fait que quand même, il y a eu 50, 100 ans de guerre entre ces deux tribus-là, entre ces deux peuples-là, les Espagnols et les Terranos. Puis à un moment donné, la maladie a gagné, parce que c'est sûr que ce peuple-là était beaucoup plus nombreux que les Espagnols, mais comme dans toutes les autres civilisations, la maladie, la guerre a pris le dessus, puis les gens ont commencé à quitter les villes pour aller en montagne. Puis les Espagnols, ils n'ont pas trouvé toutes ces cités-là. Fait que c'est des pilleurs de tombes qui ont découvert ça. Fait qu'on est chanceux quand même, parce que certains pilleurs de tombes qui n'étaient pas dans l'énergie de meurtre et de violence, ils ont pu aider les archéologues à reconstruire le village comme on connaît aujourd'hui. Puis présentement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tribu, j'aime pas dire tribu, là, mais il y a un genre de petit village qui est Kogi, qui est en haut. Il y a un mammouth qui est là. D'ailleurs, si vous montez, il va vous donner un petit bracelet en échange de quelques pesos. Puis vous allez comprendre, ces peuples-là n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'en ont pas en réalité. Ils vivent un peu de la terre, des échanges avec les touristes, tout ça. Fait que c'est vraiment super intéressant. Une chose qui est particulière, comme je vous dis, c'est une multitude de petites terrasses et même des grandes terrasses qu'on peut observer sur ce site-là. C'est en montagne, fait qu'on voit vraiment partout, toutes les montagnes à gauche et à droite. Le lever du soleil, le coucher du soleil devrait être exceptionnel. On n'était pas là, on est arrivé peut-être à 10h, 11h, je ne m'en souviens plus nécessairement. Fait qu'il n'y avait pas ces éléments-là. Tu peux dormir en haut du site, mais il faut peut-être des réservations, il faut peut-être des permissions spéciales pour pouvoir le faire, mais ça se fait. D'ailleurs, la prochaine fois que je vais y retourner, c'est clair que je vais essayer de dormir sur ce site-là. Il y a vraiment quelque chose à visiter, c'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui est le fun? Nous autres, il y avait mon groupe, mais il y avait aussi un autre groupe en même temps. Fait qu'il y avait très peu de personnes. C'est pas quelque chose qui est super connu, comme le Machu Picchu ou Chichen Itza, par exemple, au Mexique, où il y a des milliers et des milliers de personnes. Fait que l'énergie est belle. Fait que si tu es un peu spirituel puis tu veux vivre une connexion avec quelque chose de plus grand que toi ou revenir te connecter à toi, clairement, c'est un site à visiter. Il y a peut-être genre 30 personnes, il n'y a pas de soldats en haut, il n'y a pas de surveillants, c'est vraiment là, des gens le font de bon cœur, dans la bienveillance. Fait que c'est ça qui est exceptionnel. Fait que tu peux ressentir cette énergie-là. Il n'y a pas de monde habillé en Louis Vuitton là, qui vont là parce qu'ils ont, ils ont des coches à faire dans leur liste, puis ils s'en foutent de l'histoire, ils s'en foutent des peuples. Non, c'est dans le respect, l'harmonie. C'est ça que j'aime beaucoup de ce site-là. Puis dans le fond, je veux finir avec les Terranos, parce que là, je parle de la Colombie depuis le début. J'ai d'autres choses à parler. Mais comme je disais, dans le fond, c'était une tribu. C'est pas une tribu, c'était un peuple très avancé. On a parlé un petit peu des conflits avec les Espagnols. Une des particularités qui a fait en sorte que ces peuples-là ont été beaucoup oubliés, c'est que contrairement aux Incas, aux Mayas, aux Aztèques, qui avaient de l'or en quantité vraiment en abondance, eux autres étaient Terranos pour... vous le savez que l'or, eux autres, dans ces peuples-là, dans ces civilisations-là, c'était pas vraiment pour faire des échanges commerciaux, c'était pas une monnaie. L'or était beaucoup pour l'énergie, pour la décoration, la beauté. Puis l'or, souvent, l'or, c'est le matériau le plus pur qu'on peut trouver théoriquement, puis spirituellement parlant, ça a beaucoup de fréquences énergétiques très élevées. Fait que dans le fond, ces civilisations-là, c'était beaucoup pour ces propriétés-là et non pas pour l'aspect financier, bien entendu. Puis les Terranos, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé l'or avec le cuivre pour des propriétés plus rigides. Vous savez que de l'or 24 carats, c'est mou. C'est certain que ça se brise, ça peut avoir des problématiques. C'est pour ça que des fois, la majorité des bagues que vous allez acheter, c'est pas 24 carats, c'est 18 carats. Fait que, toi là, qui m'écoute présentement, qui achète une bague à ta blonde, ben, t'es cheap, t'as pas acheté 24 carats, ben c'est tout à fait normal parce que ta bague, elle va peut-être briser plus facilement.
Tu te cognes, OK, ça fait un petit accro. Fait que souvent, ça va être en 18 carats, en 10 carats, peu importe. Fait que, bon, bref. Fait qu'ils ont mélangé l'or avec le cuivre. Fait que les Espagnols, au début, ben, ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'or, puis c'était merveilleux. Vous allez comprendre que quand ils ramenaient ça en Europe, c'était pas la même propriété. Fait qu'il y a eu vraiment, il y a certaines théories qui disent que l'or a chuté, le prix de l'or a chuté quasiment, ou l'échange que tu peux faire de l'or avait chuté parce que c'était beaucoup de contrefaçon avec du cuivre. Fait que ces peuples-là ont été moins répertoriés dans les histoires des Espagnols. Puis vous savez que c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ils n'ont pas parlé nécessairement beaucoup de ces peuples-là à cause de ça. Mais quand même, ça a été vraiment un peuple vraiment très, très avancé. Puis là, présentement, ben, il y a beaucoup de descendants partout dans le parc national, dans la Sierra Nevada, qui se trouve à la chaîne de montagnes que je vous expliquais tantôt. Fait qu'il y a beaucoup de tribus, dont les Kogi. Puis là, il y en a d'autres aussi. Je pense qu'il y en a au moins 4. Fait que j'aurais de la misère à prononcer tous les noms de ces tribus-là. Les Kogi, c'est probablement une des plus populaires. Fait qu'ils vivent dans des maisons de huttes en terre un peu cuite, pas cuite, là, mais en terre séchée, avec un toit en palmier un petit peu. Fait que ça ressemble un peu à ça. Habillés en tunique blanche. Puis une des particularités, ben, les autres, ils s'appellent entre autres les grands frères. Puis nous, la civilisation, puis là, le reste de la Terre, c'est des petits frères. Puis leur mission, principale, c'est de protéger l'équilibre de la Terre. Puis c'est justement ça qu'on a rencontré le chef spirituel de la première tribu qu'on a visité, les Kogi. Le Mamou est venu parler avec nous, on a jasé, il nous a répondu à nos questions. Puis j'ai posé une question, ben, avez-vous un conseil à nous donner, nous, des Occidentaux, tout ça? Bon, il aurait pu dire plusieurs choses, mais c'est justement ça qu'il nous a dit. On a perdu un peu cet équilibre-là avec la Terre. Souvent, ben, nous, comme peuple occidentaux, ce qu'on fait, c'est qu'on prend. On prend. Hein? On prend tout le temps. Mais on ne redonne jamais à la Terre. Jamais, jamais. Et du moins, quand on redonne, c'est de la cochonnerie, ça va être de la pollution, ça va être des déchets, des choses comme ça. Puis qu'on redonne, on n'a pas cet équilibre-là, cette harmonie-là avec la Terre. Eux autres, c'est simple. S'ils prennent quelque chose, ben, ils vont redonner quelque chose. Fait que, ce qu'il disait, c'est qu'il faut reprendre cet équilibre-là avec la nature. Fait que, exemple, tu as quelque chose, tu as un bijou, par exemple, que tu n'utilises plus, tu as, je ne sais pas, une pierre, tu as quelque chose, ben, tu peux aller en nature, proche d'un petit arbre, proche d'un cours d'eau, faire un petit trou, mettre ça à l'intérieur de la terre, faire je sais pas, des divinations, demander quelque chose, une intention par rapport à ce geste-là. Puis, dans le fond, ça va faire une différence. Tous ces gens-là, c'est toute la population redonne ça. Il faut peut-être soit structuré. Si on fait ça tout demain, puis on met du linge, des cochonneries, ça va créer un problème. Mais c'est de conserver ou du moins de réavoir cet équilibre-là avec la nature. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne redonne pas, nous, comme peuple occidentaux. On prend, puis on ne donne jamais. Fait que c'est une prise de conscience super importante que moi, j'ai adoré. Fait que prenez ce message-là ou pas, ça vous appartient. Mais pour moi, ça a fait une différence dans ce village-là. Puis, eux autres, vu qu'ils sont un peu en retrait aussi de la société, qui font attention à la nature, ben, c'est un peu comme des moines tibétains ou des religieux à l'époque. Ils sont là aussi pour préserver l'équilibre de la terre, énergétiquement aussi. Puis ça en prend des gens comme ça. Puis moi, j'ai adoré avoir une communication, des échanges avec eux. J'ai mis quelques photos sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur mon Instagram, vous allez peut-être pouvoir voir certaines photos dans les prochaines journées. On envoie de ces gens-là. Puis c'est merveilleux. Fait que c'est tout pour la Colombie. Il est quelle heure présentement? Et ça passe quand même assez vite. Fait que j'ai parlé de mon voyage en Colombie, j'ai parlé des peuples. Je vais vous parler un peu de mes quêtes que j'avais avant de partir en Colombie. Je vous dis tout le temps, puis je l'ai dit tantôt plusieurs fois, on part toujours d'une façon, on revient toujours d'une autre façon. Puis même si tu es inconscient, tu es dans le déni, l'énergie ou juste le fait de choisir une destination, moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Je crois au hasard de la vie dans le sens que je crois que quand on choisit quelque chose, quand on décide, tout est parfait, on est tous à la bonne place au bon moment, mais on était prédestinés à aller là-bas pour différentes raisons. Moi, je crois que les lieux, c'est super important. Quand tu vas à une place, bon, est-ce que tu as déjà vécu là dans une vie antérieure? Est-ce que tu dois faire la paix avec ces lieux-là, karmiquement peut-être? Peut-être tu as juste besoin de redécouvrir cette énergie-là. Moi, je crois qu'on a tout en nous, toutes les connaissances que nous avons besoin pour vivre notre vie
actuelle, mais qu'il faut juste ouvrir, déclencher des choses. Puis je crois qu'en visitant certains lieux, certaines destinations, ça éveille ça en nous. Fait que je crois beaucoup à ça. Fait que dans le fond, bref, moi j'ai rencontré, j'aime ça, avant à chaque fois que je pars en voyage, je rencontre toujours une médium. Tu sais. Vous le savez que moi, j'écoute pas la télévision, j'écoute pas un peu de reportage quand même, mais tu sais, il faut que ce soit utile à mon existence. Ça ne doit pas être une distraction à mes objectifs, à mes rêves. C'est vraiment quelque chose qui est particulier chez moi. Puis au lieu d'écouter la vie des autres, vivre la vie des autres, comme exemple, faire du crawling sur TikTok, je vis ma vie. Puis quand je dois voir quelque chose, je vais voir une médium, puis elle me parle. Que c'est vrai ou c'est pas vrai, peu importe, c'est au moins sur moi. Tu sais. Que vous croyez ça ou pas, c'est au moins le sujet, c'est moi. Tu sais, c'est pas genre Madame XYZ, c'est pas genre Virginie, des Feux de l'amour, Santa Barbara, Dallas. Non, c'est moi. Fait que juste ça, déjà en partant, c'est bien. Puis que les messages soient de l'univers ou juste que la madame le dit de sa bouche, tu prends ce que tu utilises ton discernement, puis tu prends qu'est-ce qui est bon. Puis bref, vous savez que on a tous des petits blocages. Hein? Bon, si tu n'as pas, tu es peut-être dans le déni. Mais bref, on a tous des petits blocages. Fait que, moi, mon objectif dans la vie, c'est grandir, évoluer. Puis, bref, la madame m'avait recommandé d'écrire des lettres. Des lettres à peut-être des personnes que j'ai incarnées peut-être dans des vies antérieures, exemple. Mes parents, bien entendu. Vous le savez que les 5 blessures qui nous empêchent d'être réellement nous-mêmes, souvent, ils ont été initialement éveillés involontairement ou volontairement par nos parents. Fait que écrire une petite lettre à mes parents, écrire une lettre à des personnes significatives dans ma vie, exemple, certaines ex-conjointes. Fait que j'avais plein de lettres, puis la personne m'avait dit, faut t'enterrer ça, par exemple, en dessous d'un arbre. Vous allez comprendre aussi qu'au Québec, c'était gelé quand j'ai fait cet exercice-là, peut-être en février, en mars. Fait que j'avais quelques lettres à brûler, puis à mettre en dessous des arbres. Quoi de mieux que faire ça en Colombie? Fait que j'ai fait ça. Fait que j'ai libéré ces choses-là. Et après ça, j'avais plein. J'ai peut-être 4-5 bagues, là. Non, 4. C'était vraiment le chiffre, c'était 4 d'anciennes copines aussi. Fait que je ne savais pas pourquoi je traînais ça. Fait que quand j'ai décidé, c'est que j'ai décidé d'en mettre une chez les Kogi. Tu sais, ce que je disais tantôt, c'est drôle parce que quand j'ai mis la première bague, c'était chez les Kogi. Quelques minutes après, quelques heures après, le conseil du Mamo, du chef Kogi, ça a été vraiment de redonner à la terre. Il nous a même dit, si vous avez des choses à redonner, vous pouvez me les donner, puis on va les choisir la place où on va le mettre, puis ça. Puis il a dit aussi, si vous n'avez pas de Mamo proche de vous, parce qu'au Canada, il n'y en a probablement pas, là, vous pouvez le faire vous-même. Moi, je l'avais déjà fait, une fois. Je l'ai mis chez Kogi. J'ai mis aussi après ça, une des hôtels près de la plage. J'ai mis aussi chez mon amie Valérie. En montagne, près d'une rivière. Puis la dernière, je l'ai mis sur la Cité perdue. Puis c'est intéressant. Moi, j'avais une belle connexion avec notre guide. Puis, effectivement, je ne voulais pas mettre ça à une place et briser quelque chose dans la Cité perdue. Fait que le guide, c'était vraiment quelqu'un qui était très connaissant. Tout le monde le connaissait aussi sur le site, puis aussi sur le trek, sur les campements, dans les campements. Fait que dans le fond, on a trouvé vraiment une place. Il dit, je vais trouver une place. Puis ça, puis on a monté ensemble. On a fait un petit rituel. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été un moment très, très fort pour moi. Fait que là, c'est libéré. Fait que j'ai fait beaucoup de libération. Puis comme je vous dis, c'est le conseil que je vous donne, on garde en nous. Puis j'ai commencé comme ça aussi, les rendez-vous d'Hugo aujourd'hui, c'est qu'on garde en nous plein de choses inutiles, des souvenirs. C'est si important ça, d'avoir le passé, hein, savoir qui qu'on est, avoir une identification au soi. C'est tellement important. Puis c'est ça que par la suite, on a fait plusieurs voyages d'avion. J'ai eu le désir de réécouter une série sur Gaïa, la chaîne Gaïa. D'ailleurs, si vous allez, je vais vous mettre ça en ligne. Excusez-moi. Vous voyez mon Linktree ici en bas de mon nom à gauche. J'ai mis un lien pour vous abonner. C'est sûr que c'est payant à la chaîne Gaïa. Il y a les 3 épisodes en français là-dessus. C'est Samadhi. C'est écrit là Samadhi. Il y a 3 épisodes. Le premier, là, c'est bien identifié sur Gaïa. Vous irez voir ça. Puis j'ai mis aussi sur mon Linktree un épisode sur YouTube. Le premier épisode, ça s'appelle Maya, l'illusion de soi. Puis moi, je crois que tout mon voyage, toutes les expériences que j'ai vues, c'était très interconnecté. Il n'y avait pas de hasard dans tout ce que j'ai vécu. Fait que j'ai écouté la première série, puis la deuxième. Pas la première épisode, puis la deuxième épisode. Puis la première, c'est ça, c'est l'illusion de soi. C'est si important pour nous, hein,
de s'identifier. S'identifier, je suis père. Tu sais, moi, souvent, je vois des mères de famille en coaching. Ah, moi, mes enfants, je ferais tout pour eux. Tu sais. On s'identifie, OK, sur tout, à gauche et à droite. Puis ça, c'est très mental. Puis dans l'épisode, puis moi, je crois fortement, cette illusion-là de soi, il appelle ça Maya en sanskrit, c'est notre prison. Tu sais. On n'est pas en prison. La prison, c'est nous. Tu sais. On n'est pas nos pensées, on n'est pas, OK, notre- tout ce qu'on ressent, c'est de l'illusion. Tu comprends? Puis, je le vois vraiment, tu sais, en voyage, tu vas vivre une randonnée, tu vas vivre une expérience, puis après ça, quand on jase, on discute, personne n'a vécu la même chose. Hein. Tout le monde a vécu quelque chose de différent par rapport à, justement, avec son mental, par rapport à comment ils vont percevoir les choses, comment leur mental va identifier ces situations-là. Souvent, on va faire des références avec notre passé, avec les autres aussi. Ah, moi, je me suis informé avant de faire le trek de la Cité perdue. Ah, OK, on s'identifie à tout. Puis, ben, cette prison-là nous empêche carrément, OK, de revenir dans notre cœur. Puis, c'est bloqué. Puis là, souvent, moi, j'ai des gens dans mon voyage qui me disent Hey Hugo, comment on fait pour revenir dans notre cœur? Tu sais, le problème, OK, c'est qu'il n'y a pas une voie, il n'y a pas de chemin. Puis ils le disent dans la série Samedi. Tu vas écouter ça, puis tu ne trouveras pas le chemin. Là. Ils te font juste te dire que tu es encore endormi, tout simplement. Puis la première voie, OK, pour sortir de ce sommeil-là, c'est de sortir du déni puis de dire ah, OK, oui, c'est vrai, je t'ai endormi. Puis quand on arrête de s'identifier à tout ce qu'on possède, à tout ce que, dans le fond, on met d'énergie dans ce rôle-là, ben, tu as de l'énergie justement pour revenir en toi et vivre ça. Puis chaque personne a son chemin à faire. Oui, OK, on peut être aidé, OK, il y a des voies, OK, bon, il y en a qui vont dire il y a le yoga, il y a la méditation. Chacun peut trouver sa voie, on peut avoir, OK, s'inspirer de personnes, de grands maîtres. Mais l'affaire qu'on doit comprendre, c'est que tu dois absolument trouver la voie qui t'est propre, tout simplement. C'est ça le message de Samedi, entre autres. Mais tu sais, le conseil que je vous donne, vous n'êtes pas vos rôles, vos étiquettes, vos blessures, votre souffrance, vos pensées. Vous n'êtes pas ça, tout simplement. Puis quand on va dans un voyage, comme en Colombie, 10 jours, puis tu te déconnectes de tout ça, c'est très dur de te reconnecter dans la vie qui est actuelle. C'est ça un peu que j'ai comme paradoxe présentement parce que, tu sais, moi, le monde n'a pas arrêté pour Hugo Dubé pendant ces 10 jours-là. Ça continuait à 100 000 à l'heure. Puis là, tu as le choix d'embarquer dans ce train-là qui va très vite ou arriver et dire ah non, c'est plus ça que je veux. Tu sais. Fait que, qu'est-ce qui est déstabilisant, c'est que tu le sais que si tu ne t'identifies plus à ça, il va y avoir des changements majeurs dans ta vie, lesquels tu ne le sais pas. Puis une chose est sûre, que tu arrêtes pendant 10 jours, puis chaque chose que tu vis dans ces jours-là, tu prends le temps de ressentir. Tu parles à quelqu'un, tu écoutes, tu ne prépares pas ta prochaine réponse. Hein? L'énergie de la montagne, la mer, tu prends le temps de vivre ça, ressentir ça, bien, ton cœur, il s'ouvre pendant cette période-là. Puis quand tu reviens, bien, ton cœur est ouvert. Puis là, tu sens les gens, tu sens les situations, tu es dans le moment présent, tu es capable d'arriver, puis dans une situation, dans une communication avec quelqu'un, d'être dans ce moment-là présent, puis de dire, OK, faire des choix, observer, OK, ce que tu écoutes, te dire ah non, c'est pas moi, ça c'est une souffrance que j'ai eue dans le passé. OK, ben ça me tente pas de répéter OK encore une fois ce pattern-là parce que ce qu'on fait, c'est qu'on répète toujours OK les mêmes choses. Puis on dit hey, on est figé, notre vie n'est pas à notre goût, mais c'est normal, on fait pas de choix, on prend pas de décisions différentes, on change pas nos pensées. Fait que c'est normal que dans le fond notre pilote automatique réagit puis construit puis reconstruit toujours les mêmes situations, les mêmes expériences. Mais si tu veux attirer puis avoir ce que tu désires dans ta vie, tu dois te déconstruire, OK, puis te reconstruire comme tu désires, tout simplement. Fait que je vous invite à aller voir ce genre de reportage-là. Vous allez voir sur mon Linktree. C'est super intéressant. Puis, à voir OK, comment ça va se manifester dans mon existence. Puis, je pense qu'encore là, il n'y a pas de hasard si j'arrive OK, immédiatement après mon voyage et j'arrive dans le bain d'un congrès où que, oui, il y a des activités, il y a des échanges avec des gens, un monde plus entrepreneurial, plus technologique. Je pense que, tu sais, la vie fait très bien les choses. Me générer volontairement ou involontairement ces expériences-là, cette situation-là, pour dire, ah, OK, Hugo, comment je vais agir maintenant?
Parce que, tu sais, c'est facile, par exemple, OK? C'est pour ça que je dis souvent, genre, quoi de mieux qu'aller voir nos parents, notre famille, pour pouvoir voir si on a évolué? Parce que souvent, c'est rapidement nos pilotes automatiques qui rembarquent. Tu sais, exemple, dans un congrès, il y a des soupers, il y a de l'alcool, il y a des discussions. Bon, oui, OK, il y a un peu de profondeur, mais souvent, OK, on porte nos masques, on porte, OK, nos pyjamas d'entrepreneurs, nos pyjamas, OK, de directeurs, de ci, de ça, avec une petite protection. La vulnérabilité, oui, elle peut être là une fois de temps en temps, mais souvent, tu sais, on porte des masques. Fait que là, est-ce que c'est ça qu'on veut, tu sais? C'est la grosse question. Est-ce que c'est ça que je veux? Fait que la vie me donne l'occasion cette semaine de pouvoir pratiquer, faire des choix. Comment je veux être? Ça, c'est une question. Puis quand on dit que, exemple, Dieu a créé l'être humain à son image, c'est pas parce que Dieu ressemble d'un être humain. Je crois que dans le fond, c'est une belle métaphore pour dire c'est le pouvoir créateur. Tu as ce pouvoir-là de création. Tu sais, souvent, dans plusieurs cultures, Dieu, on ne l'appelle pas Dieu, il appelle ça le créateur, il appelle ça le grand ci, le grand ça. Bien, c'est justement, c'est qu'on a ce pouvoir-là de créer notre réalité. On a perdu ce pouvoir-là, on a perdu ce mindset-là. Je pense que, tu sais, on a vraiment, la société nous a vraiment, puis ça, c'est pas, je pense pas que ça a été fait volontairement, je ne suis pas un complotiste, mais je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été mises de l'avant pour pouvoir oublier ce pouvoir créateur-là, tout simplement. Parce que dans le fond, c'est plus facile à diriger. Vous avez sûrement déjà entendu ce dicton-là, diviser pour régner. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs gouvernements, bon, un peuple ignorant, je pense que c'est Duplessis qui disait ça, un peuple ignorant est facile à diriger, à contrôler. Fait que ça, on a perdu ce pouvoir-là de création. Puis, ben c'est ça, il faut reprendre ce pouvoir-là, tout simplement. Puis ça se fait genre en étant conscient, en vivant en pleine conscience de chaque chose qui se manifeste dans notre tête, dans notre corps, puis de prendre le temps d'observer, puis de dire c'est tout ça que je veux. C'est ça que je ne veux pas. OK, je répète toujours ça normalement. Je vais essayer de faire un choix différent. C'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait 1 heure qu'on se parle. Puis, je vais vous tenir informé jeudi prochain. Hein, on va être déjà en mai la semaine prochaine, pour ceux qui m'écoutent en direct. Fait que je vous parlerai comment ça s'est manifesté dans mon existence. Mais là-dessus, je ne pourrais pas vous faire, comme à l'habitude, un tirage de cartes, parce que là, je suis arrivé directement à Saint-Hyacinthe, je ne suis pas retourné chez nous, je n'ai pas amené mes cartes nécessairement. Mais tu sais, si je peux vous faire un part d'un ressenti, c'est justement ça. Vous êtes beaucoup plus OK que l'identification de qu'est-ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes l'observateur qui observe tout cela et vous avez le pouvoir de faire vos choix, vos décisions en fonction de qu'est-ce que vous voulez vraiment et non pas sur votre pilote automatique en répétant sans cesse les mêmes choix, les mêmes patterns, tout simplement. Fait que maintenant, si vous êtes capable de l'appliquer dans votre quotidien, je suis convaincu que ça va faire une grosse différence. Alors, sur ces belles paroles, OK, je vous souhaite une magnifique semaine, un beau week-end. Allez voir mes plateformes sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, je vais vous bombarder de photos éventuellement. Puis, on se voit la semaine prochaine. Je vais terminer ce rendez-vous-là avec mon habitude, avec mon générique. Puis, si vous voulez le regarder jusqu'à la fin, c'est vraiment beau. Il y a une photo, une vidéo de la Cité perdue, justement là-dedans. Puis, il y a vraiment beaucoup de place vraiment merveilleuse dans le monde. Fait que je vous invite à l'écouter jusqu'à la fin. Écoutez les paroles aussi. C'est moi qui ai choisi un peu les paroles. C'est moi qui l'ai composé. C'est sûr que j'ai utilisé une intelligence artificielle pour générer la musique, la voix aussi. Mais quand même, prenez le temps d'écouter les paroles, la musique aussi. Moi, à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Non seulement les images, les vidéos, les paroles, la musique, j'ai des frissons. Puis, je suis convaincu que vous allez pouvoir ressentir ça aussi. Fait que je vous souhaite une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye! Sourire dans la voix. On part. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres
aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rangs des rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut, plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité, enjeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs des rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut, plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité.